Bonjour et bienvenue sur cette quatrième vidéo de la série sur la lumière consacrée aux applications de l'interaction photon-matière. On commence par l'utilisation de la cellule photoélectrique vue dans la vidéo précédente. Cette fois, l'objectif est de récupérer sur l'anode les électrons extraits de la photocathode. Donc l'attention va être dans l'autre sens par rapport à ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Dans ces conditions, l'intensité du courant est proportionnelle au flux lumineux reçu. On peut donc utiliser cette cellule comme capteur ou même pour une mesure de flux lumineux. Alors dans les exemples suivants, on va s'intéresser aux interactions photon-matière pour des matériaux spécifiques que l'on appelle semi-conducteurs. Expliquons ce qu'est un semi-conducteur. On a vu en première que pour un atome, les énergies des électrons étaient quantifiées. Tout ça modélisé par des niveaux d'énergie comme on peut le voir ici. Pour deux atomes en interaction très proches, les niveaux d'énergie vont être dédoublés. C'est le cas à chaque fois qu'on va rajouter un atome proche supplémentaire, comme ici pour 4. Au final, dans un solide, cette dégénérescence, cette multiplication des niveaux d'énergie, elles vont être tellement proches qu'on peut considérer l'ensemble de niveaux comme une bande d'énergie. Comme pour un atome, les niveaux ou bandes de plus basse énergie sont remplis en premier. La dernière remplie s'appelle la bande de valence. Au-dessus, on trouvera la bande de conduction. Alors, qu'est-ce qui distingue les différents solides en termes de conduction électrique? Eh bien, pour les conducteurs, comme les métaux, les bandes vont se chevaucher. Et donc, on va trouver des électrons qui vont être dans la bande de conduction, puisque c'est la même que la bande de valence, et qui vont permettre la conduction du courant électrique. Pour les isolants, on va avoir une bande qu'on appelle bande interdite, ou encore gap, qui va être supérieure à 5 électronvolts, ou 6, ça dépend des données. Et cette largeur va empêcher le passage des électrons de la bande de valence à la bande de conduction dans des conditions normales d'utilisation. Entre les deux, on va trouver les semi-conducteurs, qui seront donc les matériaux avec un gap, un espace entre les deux bandes, inférieur à 5 électronvolts, de l'ordre de quelques électronvolts. Regardons maintenant leur utilisation dans les capteurs de lumière. Le premier qu'on va regarder, c'est la photorésistance. Elle va utiliser un matériau semi-conducteur et on va utiliser le fait qu'un flux lumineux, au-delà de la fréquence seuil évidemment, ce qui va dépendre du gap, peut faire passer des électrons de la bande de valence vers la bande de conduction. On a ainsi augmentation de la conduction et donc diminution de la résistance. Alors le lien entre résistance et flux lumineux est en général exponentiel. On va donc utiliser souvent dans des détecteurs de passage ou des détecteurs d'obscurité puisqu'ils ne nécessitent qu'une seule valeur de lien. Passons ensuite à des cas où on va avoir besoin de ce qu'on appelle une jonction PN. Qu'est-ce qu'une jonction PN? Ça va être un semi-conducteur dopé P d'un côté et dopé N de l'autre. Regardons ce que ça fait pour un atome de silicium. L'atome de silicium a 4 électrons de valence. Donc, il va donner ce type de solide quand il s'attache avec d'autres atomes de silicium pour avoir autour de lui les 8 électrons, fameuse règle de l'octet. Doper P, ça signifie remplacer certains siliciums, très peu, par des éléments qu'on notera ici P, qui ont un électron de valence en moins. Ils vont donc laisser un trou, comme on le voit ici, les cases vides autour. Pour le dopage N, il consiste à l'inverse à remplacer certains atomes de silicium par un élément, qu'on note ici N, possédant un électron de valence de plus. On trouve ici des électrons libres, c'est-à-dire être capables de se déplacer dans le matériau. Lorsque les deux sont côte à côte, certains électrons libres vont aller occuper des trous formés autour des éléments P. Mais ce faisant, ils laissent des éléments avec 5 protons et 4 électrons qui vont donc être chargés positivement. A l'inverse, en occupant le trou, on va avoir un élément avec 3 protons, toujours de base, mais cette fois-ci 4 électrons et donc ils vont être chargés négativement. Donc la présence de ces charges va créer un potentiel ou une tension qui va finir par limiter le phénomène. Dans cette zone, on appelle cette zone la zone de déplétion. Alors on peut, avec cette jonction PN, réaliser facilement une diode, puisque si on branche un générateur en direct, on va diminuer la zone et donc on va permettre la circulation des électrons libres, donc un courant électrique. A l'inverse,
Si on branche dans l'autre sens, la zone va s'agrandir et donc on n'aura plus la possibilité de faire passer un courant électrique. Alors, pour une photodiode, eh bien, on va travailler en polarisation inverse, c'est-à-dire quand la diode est bloquée dans la zone indiquée sur la caractéristique ici, c'est-à-dire quand la tension va être négative. Avec un flux lumineux, des électrons vont passer de la bande de valence à la bande de conduction, laissant un trou dans la bande de valence. Mais avec la tension existante, ils vont se déplacer aussitôt en créant un courant. Le courant, c'est-à-dire le nombre d'électrons, va être alors proportionnel au flux lumineux, ce qui fait que la photodiode est un bon capteur de lumière. Avec une jonction, cette fois-ci non polarisée, on a une cellule photovoltaïque. Lors de l'éclairement, il y a passage une nouvelle fois des électrons de la bande de valence vers la bande de conduction, laissant des trous dans la bande de valence. Ces trous, ces électrons vont alors se déplacer d'un côté et de l'autre de la jonction, comme on peut le voir sur le schéma ci-contre. Ils vont donc créer une tension. Celle-ci est en général assez faible car elle est liée à la différence d'énergie entre les bandes de valence et les bandes de conduction. Et sur celle-ci, pas trop de possibilités car elle doit être telle que le maximum du rayonnement solaire soit efficace pour le passage des électrons d'une bande à l'autre. Donc si on veut utiliser ces cellules photoélectriques pour différentes utilisations avec des tensions plus élevées, eh bien on va être obligé d'associer ces cellules en dérivation. Pour comparer ces cellules photovoltaïques, on va mesurer l'efficacité avec le rendement qui va être la partie de l'énergie solaire convertie en énergie électrique. Donc on peut définir le rendement comme le rapport entre la puissance électrique convertie sur la puissance solaire reçue à la base. Ces puissances sont alors en watts. Alors très souvent, on nous donne dans les exercices l'éclairement reçu, donc émis par le soleil, reçu au niveau de la Terre, en watts par mètre carré. Et alors la puissance solaire reçue sur la cellule, ça sera cet éclairement fois la surface du panneau ou de la cellule. Mais on peut aussi évidemment l'écrire sous forme énergétique en écrivant l'énergie électrique convertie sur l'énergie solaire avec cette fois-ci les énergies en joules. Alors, toujours à partir de cette jonction PN, on peut réaliser ce qu'on appelle des diodes électroluminescentes. Alors, sur le même principe qu'une diode classique, l'énergie électrique apportée par le générateur va faire passer les électrons de la bande de valence à la bande de conduction. Mais ici, une partie de ces électrons va redescendre sur le niveau d'énergie inférieur, la bande de valence, en émettant un photon. La couleur émise est donc liée à la différence d'énergie entre les deux niveaux de la bande de valence et de la bande de conduction. On en a quelques exemples en dessous. On termine enfin par la spectroscopie, déjà vue en première. On va profiter de toutes ces interactions entre photons et matière, et notamment les molécules en chimie, à la fin d'analyses, que ce soit des analyses quantitatives, comme par exemple la loi de Beer-Lambert, que vous pourrez aller revoir, ou qualitatives, juste pour en tirer des conclusions sur la structure des molécules. Alors, le fonctionnement général d'un spectrophotomètre, c'est d'envoyer une radiation sur l'échantillon à analyser et regarder ce qui est absorbé par rapport à un rayonnement de référence qui, lui, n'aurait pas traversé évidemment l'échantillon. En fonction des énergies mises en jeu, on va utiliser un rayonnement adapté. Donc, par exemple, en UV visible, l'énergie correspondante au rayonnement va correspondre aux transitions électroniques. Et donc on va pouvoir étudier tout ce qui est couleur, soit la couleur des solutions, ou encore, si c'est des atomiques, des spectres des étoiles. En infrarouge, on se retrouve avec des énergies capables de modifier l'énergie de vibration des molécules. Donc elle va permettre, cette spectroscopie infrarouge, d'identifier la présence en général de certains groupes caractéristiques à l'intérieur des molécules. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.